9h31, on vous rappelle que l'émission que vous écoutez, Place publique, est diffusée en rediffusion le lendemain. Donc, demain matin à 6h, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est présenté donc à nouveau. Ceci dit, je reçois Yannick Michaud du Club canin du Bas-Saint-Laurent. Bonjour, Yannick, bienvenue à l'émission Place publique. Bonjour, Danny, merci de me recevoir. Ça nous fait vraiment plaisir. On va parler d'un sujet qui est très important, un sujet qui touche beaucoup les gens également, parce que Dieu sait qu'on les aime, nos animaux. C'est vrai, on les adore. Ils sont importants dans nos vies pour toutes sortes de raisons. Et ça, tu pourrais nous en parler vraiment très longtemps aussi. Hein? Ah mon Dieu, on pourrait meubler l'émission au complet juste de parler de la place des animaux dans nos vies. Là. Effectivement. Mais ce matin, on va entre autres parler de l'implication du club, entre autres, dans son milieu. D'abord, qu'est-ce que le Club canin fait dans la vie de tous les jours? Si on prend le Club canin du Bas-Saint-Laurent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne, entre autres, un des événements sanctionnés national de conformation et d'obéissance. Donc, il y a des concours en conformation. On va juger la structure physique des chiens pour savoir s'ils sont conformes au type de race. Et en obéissance, pour voir jusqu'où ils sont entraînés et jusqu'à quel point ils sont obéissants. D'accord. Donc ça amène, j'imagine, à faire plusieurs activités dans une année, parce que des fois, on va passer ça dans l'actualité. Le Club canin organise ou... en fait, le gros show se passe à l'été, tout juste avant l'expo agricole, une quinzaine de jours avant. Et ça regroupe cette épreuve-là d'obéissance et de conformation. Mais tout au long de l'année, le club organise diverses activités pour ses membres, et des fois, c'est ouvert aux non-membres aussi, où est-ce qu'on va avoir des conférences, des séminaires et différentes choses comme ça. Et en plus d'être aussi à la tête de cours d'obéissance, on parle, par exemple, de niveau maternel, niveau 1 et niveau 2 en obéissance, que ce soit pour le chien strictement de compagnie ou éventuellement aussi pour le chien qui veut faire de la compétition. D'accord. Il y a aussi, et ça, on en a parlé tout à l'heure avant d'aller en monde brièvement, du Club canin canadien. J'aimerais ça qu'on définisse un peu ce que ça veut dire et le rôle du Club canin canadien. Club canin canadien, comme on disait, c'est pas toujours bien connu c'est quoi son rôle exactement. Oui, évidemment, il y a tout un élément de coordination des différents clubs à travers le pays, que ce soit des clubs de chiens de chasse, des clubs comme nous, le Club canin du Bas-Saint-Laurent. Ça peut être des clubs de races aussi, qui vont être spécifiques aux diverses races, aux près de 200 races de chiens qui existent. Donc, il y a tout un rôle de coordination autour de ça. Mais il y a aussi un élément que les gens ne connaissent pas ou peu, c'est que le Club canin canadien est celui qui veille à une loi fédérale, qui est la loi sur la généalogie des animaux de race pure. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ce que ça veut dire, c'est qu'au Canada, il y a une loi qui définit c'est quoi un animal de race pure et de quelle façon on démontre que c'est un animal de race pure. Et cette loi-là définit les principes de généalogie qui doivent être démontrés. Le Club canin canadien est donc titulaire de cette loi-là. Il doit veiller à son application dans le monde canin. On le retrouve aussi dans le monde des chevaux, où est-ce qu'il y a aussi une fédération qui s'occupe de ça. Mais nous, avec le Club canin canadien, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand quelqu'un annonce, par exemple, des chiens disponibles, des chiots qui sont nés, et qui dit, c'est des chiots Lhasa Apso. Pour prétendre que les chiots sont d'une race spécifique, il faut se conformer à cette loi-là sur la généalogie des animaux de race pure. Et ce qui veut dire, c'est qu'on peut faire la démonstration hors de tout doute que les deux parents sont bel et bien enregistrés de cette race-là et confirmés par le Club canin canadien. Ça, c'est le propriétaire qui... c'est les éleveurs qui doivent se conformer à ça. OK, d'accord. Avant la vente des animaux en tant que tels. Là. Exact, parce que sinon, ça devient de la fausse représentation. Si on dit c'est des chiens de telle race, mais on n'est pas capable de faire la démonstration à partir de l'enregistrement du chiot, duquel on va se porter acquéreur. Si on n'a pas le certificat du Club canin canadien, on ne peut pas authentifier que c'est un chien de race pure. Il doit y en avoir de la fausse représentation. Il y en a tout plein de ça. Oui, hein? Parce que c'est un milieu que le gouvernement ou les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas voulu beaucoup réglementer.
Mais en quelque part, on aurait tout avantage à réglementer davantage tout ce qui est le monde de l'élevage. On le fait déjà avec l'élevage des chevaux, on le fait déjà avec l'élevage du bovin, etc. Et pourquoi qu'on ne va pas plus loin dans ces dossiers-là? Pourquoi on dit qu'on aurait avantage à le faire et on le fait peut-être pas comme on devrait le faire? Bien, culturellement parlant, ici au Québec, faut quand même se rappeler que la place du chien au cœur même des familles est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Je prends par contre chez les Britanniques ou chez les Allemands, par exemple, où là, il y a des très, très longues traditions qui remontent de plusieurs siècles. C'est vrai. Où est-ce que pour eux, dans leur façon de faire, il y a une reconnaissance de qu'est-ce qu'un élevage, il y a un encadrement qui est là, qui existe déjà, et ainsi que toutes les règles très implicites qui entourent l'élevage, qui font en sorte qu'il y a une tradition saine qui se transmet de génération en génération. Mais ici, comme c'est quelque chose de récent, l'encadrement nécessaire serait un petit peu plus grand, mais les gouvernements n'entendent pas mettre vraiment beaucoup d'argent en ce sens-là. Et c'est malheureux parce que c'est ce qui nous fait voir toute la naissance des usines à chiots un peu partout. Ouais. Où est-ce qu'on a donné, par exemple, un rôle au MAPAC dans les années passées d'encadrer les élevages et que malheureusement, on a soustrait les moyens au MAPAC de pouvoir faire son travail là-dessus. Donc, on ne leur donne pas les outils. Non, exact. On ne règle pas le problème. D'accord. On s'arrête le temps d'une chanson, mais on revient tout de suite après à Place Publique avec Yannick Michaud. Il est 9h37. Gravé au fond de mon silence. On a rougi comme deux gamins. On s'est quitté sur le coin de rue d'une ville immense. On se connaît à peine, et pourtant je repense à ses fesses en souriant. On a croisé les yeux. Sens déjà mieux. Son numéro a disparu. J'ai oublié que l'encre s'efface avec le temps. Et je recherche une inconnue. J'ai cru pouvoir sentir son parfum dans le vent. Mais moi j'aurais voulu savoir lui dire quelques mots pour peut-être la retenir. Que peu importe l'heure, je lui donnerai mon cœur. « 9h40, on s'entretient avec le vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent, Yannick Michaud. Yannick, on va parler maintenant de l'implication sociale dans son milieu. On a vu des communications, on a vu de l'actualité autour du Club canin. Ça fait partie aussi de votre mandat? Tout à fait. Il faut considérer que sur le territoire de Rimouski et même au Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas beaucoup de foyers qui n'ont pas un animal de compagnie, qui plus est un chien, ou sinon un chat.
Mais en ce qui nous concerne, avec les chiens, on sait que ça occupe une place prépondérante dans nos collectivités. Alors, le rôle social que le Club canin a est de promouvoir les saines pratiques avec les chiens, de promouvoir le bon soin aux chiens, évidemment. Mais aussi à travers tout ça, avec toute la promotion des activités avec les chiens, c'est de voir aussi qu'est-ce qui se passe dans nos milieux. Est-ce que nos politiques, est-ce que notre gouvernance qui est appliquée dans le milieu par rapport aux animaux de compagnie est bien faite? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que les citoyens peuvent s'attendre? Et donc, on l'a vu effectivement dans un passé pas si lointain, quand la ville de Rimouski est arrivée avec sa réglementation sur les animaux de compagnie. Sur la révision de sa réglementation, le Club canin s'est élevé assez rapidement sur le sujet parce qu'il y avait des incohérences qui se présentaient dans l'horizon. Et donc, bon, les choses ne sont toujours pas parfaites, évidemment. On a fait un pas dans une bonne direction, selon nous. Mais il est à considérer aussi qu'il y aura d'autres améliorations à apporter éventuellement et peut-être d'autres choses à réviser à force d'usage. Alors, le Club canin a entre autres ce rôle-là d'être un peu en vigie. Non? Un chien de garde, je ne veux pas faire de... Un chien de garde, oui. Je ne veux pas faire un jeu de mots inapproprié, mais c'est un peu ça aussi. C'est tout à fait ça, parce qu'on est là pour les citoyens et pour le mieux-être du vivre ensemble en collectivité et de faire en sorte que les gens qui ont des animaux puissent avoir un espace qui est convenable et de faire en sorte que les gens qui n'en ont pas soient aussi respectés. Parce qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans et ça fait partie de nos réflexions. Donc, ici, dans le milieu, on a vu cette perspective-là avec la réglementation. Et plus récemment, avec la proposition de la Ville de créer un organisme à but non lucratif qui va gérer et l'éventuel refuge animal qui va être créé, et aussi l'application de la réglementation municipale sur les animaux de compagnie. Et ça, là-dessus aussi, on a réagi parce que on a d'une part une bonne initiative, selon nous, parce qu'une gestion externe comme ça, dans un cadre d'un organisme à but non lucratif, va faire en sorte qu'il y ait une voix citoyenne qui puisse se faire entendre dans la mesure d'une bonne gestion de cette organisation-là. Ce qui nous questionne un peu, par contre, c'est que la Ville se garde le contrôle du conseil d'administration avec 3 postes sur 5. Mais ça, bon, on a questionné un peu à travers une communication qu'on a faite. On verra pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous a répondu là-dessus? À date, on n'a pas eu de réponse là-dessus. La Ville se réserve 3 sièges sur les 5 du conseil d'administration. Nous, ce qu'on se demandait, c'est pourquoi est-ce que la Ville, rendue là, se le garde pas en régie interne, tout simplement, si elle veut conserver un contrôle total sur l'organisation. Ouais, je comprends, oui. Mais à tout de moins, la Ville peut bien faire ce qu'elle veut, mais néanmoins, nous, on veut s'assurer que les citoyens aient une voix au chapitre-là. Et c'est pour ça que le Club canin du Bas-Saint-Laurent va proposer un délégué pour qu'il puisse siéger sur ce conseil d'administration-là et s'assurer que les citoyens aient voix au chapitre. Ah oui, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Quels sont les autres projets pour le Club canin du Bas-Saint-Laurent? Année après année. Année après année, oui. Oui, année après année. On ramène toujours notre exposition canine qui a lieu au mois de juillet. Donc, l'année prochaine, c'est un rendez-vous encore une fois. Mais là, la réflexion est apportée à ce qu'on développe d'autres compétitions aussi qui pourraient être soit en même temps, soit à un autre moment, mais on pense entre autres à des compétitions d'agilité. Ça, c'est actuellement en discussion. On n'a rien statué encore à ce stade-ci de la possibilité de tenir ce type d'épreuve-là. Mais c'est que c'est des épreuves très hautes en couleur et ça que les spectateurs peuvent admirer des chiens extrêmement agiles, extrêmement rapides, parcourir des parcours très, très difficiles et hautes en couleur. Ça prend combien de temps former un chien pour faire ce genre de compétition-là? Il y a du travail là-dedans, là? Énormément de travail. Pour chacune des disciplines, en fait, qui sont incluses dans le monde canin, je pense qu'on n'arrivera pas à calculer exactement le nombre d'heures, mais ça se calcule très souvent en plusieurs centaines d'heures, voire en milliers d'heures. Dans le cas de l'agilité, par exemple, c'est énormément d'exercices, énormément de répétitions et un développement de communication aussi
très pointu avec le chien, au même titre qu'en obéissance, parce que l'obéissance est à la base de toutes les épreuves. Ça, c'est la pierre angulaire. Oui, c'est la pierre angulaire, peu importe ce qu'on veut faire avec le chien. Donc ça, il y a des prouesses absolument extraordinaires à observer dans les épreuves d'obéissance, mais de voir ensuite jusqu'où on peut appliquer cette obéissance-là dans le cadre, entre autres, des épreuves en agilité, où est-ce que là, la communication entre le maître et le chien se fait et à proximité et à distance. Et même en extension de ça, bon, je crois pas qu'on va développer nécessairement des épreuves de chasse pour Retriever dans la région, mais moi, c'est un sport que je pratique avec mes chiens. Et là, c'est des milliers d'heures d'entraînement avec le chien où est-ce qu'on a à développer un système de communication à distance avec le chien pour permettre au chien de pouvoir accomplir son travail sur le terrain et en collaboration avec l'humain. Parce que là, vous n'êtes pas toujours à côté. Ah non, Non, le c'est chien ça, là. peut être à des centaines de mètres de nous et on comment va on fait lui pour, donner une direction. Comment on fait ça? Ah, c'est encore là, c'est d'inculquer au chien des habitudes. On va développer des mécanismes, des réflexes. Où est-ce que le chien, par exemple, au moment où il entend un coup de sifflet, un coup de sifflet unique, un seul coup, ça veut dire « assieds-toi et regarde-moi », peu importe à quelle distance il se trouve. Donc, juste pour entraîner ça, pour lui apprendre ça, c'est déjà là à environ une centaine d'heures de travail. Aïe, aïe. J'ai toujours été un peu, je dirais, envieux du contact, de la facilité que certaines personnes ont à entrer en contact avec les animaux. Je trouve qu'il y a une noblesse. Je trouve ça beau. Je trouve ça, je sais pas, il y a quelque chose dans le regard des animaux, entre autres des chiens. Il y a quelque chose que je trouve particulièrement fascinant. C'est de se rendre compte jusqu'à quel point l'animal, la relation entre l'animal et le maître est spéciale. C'est effectivement spécial parce que c'est le développement d'une complicité. Au-delà de la communication, au-delà de l'exécution de commandes, c'est la complicité entre le maître et son chien. Et ça se fonde sur une confiance. Une confiance mutuelle où est-ce que et le chien et le maître se reconnaissent et se comprennent dans cette relation-là. Et ça, vous savez, il y a environ 200 races de chiens qui existent. Il y a tout autant de profils potentiels d'humains pour matcher avec ces types de chiens-là. Il y a des types de personnalités qui vont mieux s'accorder, par exemple, avec des types de chiens terriers, ou d'autres avec des types de chiens bergers, ou d'autres types de chiens rapporteurs, un peu comme moi j'élève. Et donc, une fois qu'on a trouvé la race qui colle à notre peau, qui colle à notre façon d'être, à ce moment-là, le développement de cette complicité-là devient presque naturel, ça coule de source. Donc, peu importe la personne qu'on est, c'est de prendre le temps de voir quelle race qui se rapproche le plus de qui on est. Mais il y en demande pas. Là, vous vous adressez à un néophyte, là, en ce qui me concerne, mais vous m'apprenez des choses qui sont, je dirais, vraiment étonnantes ce matin et qui sont que je ne savais pas, finalement, qu'on pouvait choisir que la personnalité du maître versus la race du chien, que ces éléments-là sont aussi importants. Bien, ils le sont. En fait, on fait beaucoup l'erreur en tant qu'humain de choisir un chien pour ce qu'il a de l'air. Oui, ben oui. Donc, on va voir, par exemple, on va prendre un setter irlandais qui est d'une couleur rouge flamboyante. C'est des magnifiques chiens, ils sont très élégants aussi. Mais c'est un chien qui est semi-autonome. C'est un chien que, dans sa fonction de travail à la chasse, il ne travaille pas directement et en collaboration à 100% avec l'humain. Donc, c'est un chien un petit peu plus indépendant. Est-ce que ça nous colle comme personne ou pas? C'est à ça qu'il faut s'attarder et non de quoi le chien a l'air. Parce que choisir en fonction de ce qu'il y a de l'air, on peut faire les pires choix de l'univers à ce moment-là. Donc, c'est important de prendre ça en cause parce que s'il y a un match, si vous me passez l'expression, s'il y a un match qui n'est pas parfait, c'est le maître et le chien qui sont pénalisés à la base, là, peut-être même plus le chien que le maître. À votre avis, pourquoi il y a autant d'animaux, autant de chiens que ça qui se retrouvent dans des refuges un peu partout? C'est une des raisons. C'est une des raisons. On choisit un chien comme ça à la volée. Parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui font pas leur travail convenablement, à mon sens. C'est-à-dire, de sélectionner des bons maîtres
qui vont avoir le bon profil pour matcher avec les chiens que eux produisent. Et ensuite de ça, de s'assurer que chacun des chiots, parce que dans une même portée, on va avoir des personnalités de chiots différentes, là, et de s'assurer que chacun des chiots soit entre les bonnes mains. Si chacun des éleveurs s'attardait à ça et s'impliquait activement dans cette sélection-là, on aurait beaucoup moins de chiens dans les refuges qu'on en a actuellement. C'est tout à fait fascinant. Donc, il y a une réflexion à faire. Tout à fait. En tant que société, En tant que société, tant au niveau de l'éleveur que de la personne qui veut se procurer un chien. Oh oui, tout à fait. Regardez, moi, je vends des chiens à peu près partout sur la planète, sur tous les continents, dans un peu plus de 30 pays dans le monde. Mais chaque personne est sélectionnée. Chaque personne a d'abord un questionnaire à compléter. Ensuite, il y a une entrevue qui est à passer. Puis avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, je peux avoir la personne en face de moi sur mon écran d'ordinateur et je peux la questionner, je peux voir son non-verbal. Ouais. Je suis capable de jauger, est-ce que cette personne-là me raconte vraiment la vérité ou est-ce qu'il y a un anguille sous roche en quelque part? Et ça fait en sorte que dans toutes ces années-là d'exercice, je n'ai repris qu'un seul chien de toute mon histoire. C'est vrai? Parce que j'ai fait une erreur d'évaluation à un moment donné par rapport à une personne. Un seul chien? Un seul chien. En combien d'années? 21 ans maintenant. Wow! mais ça demande de s'impliquer avec toutes ces tripes, là, c'est d'y aller à fond et de s'assurer que quand on fait l'évaluation des gens, qu'on fait une évaluation qui est détaché de toute émotion. Ça, c'est le rôle de l'éleveur, mais le propriétaire, lui, s'il veut jouer un rôle, lequel il devrait jouer? Bien, d'abord et avant tout, c'est d'être tout à fait honnête et transparent. C'est de dire qui je suis comme personne. Et une fois qu'on a déterminé ça et qu'on a déterminé quel type de race qui va le mieux s'agencer avec cette personne-là, là, à ce moment-là, ça va être de faire équipe avec l'éleveur. Ce nouveau propriétaire-là du chiot va avoir besoin de support technique, probablement tout au long de la vie de son chien, pour diverses questions. Et l'éleveur est toujours la source numéro 1 d'informations, puisque cet éleveur-là, normalement, connaît sa race sur le bout de ses doigts. Et donc, il y a un travail de collaboration entre le nouveau maître et l'éleveur. Le nouveau maître aussi se doit d'être responsable par rapport à son chien. Un chien, ça ne s'éduque pas dans l'air du temps. Ça ne s'éduque pas attaché au bout d'une corde, là. Un chien, ça s'éduque à travers la construction d'une relation et d'une communication. Et donc, c'est un investissement au quotidien. C'est des minutes par-ci, par-là où est-ce qu'on va consacrer ça à faire de l'obéissance avec le chien pour s'assurer qu'on la développe, cette communication-là, et qu'on développe une saine relation. Ça peut être accompagné avec des cours d'obéissance, comme par exemple ceux qu'on donne au Club canin du Bas-Saint-Laurent. Et il y a divers endroits où ils donnent des cours d'obéissance. Il faut juste s'assurer d'avoir des éducateurs canins qui sont certifiés. Mais à partir de là, c'est d'avoir cette responsabilité-là d'éduquer son chien, au même titre qu'on va éduquer un enfant. Et ça demande au final peu de temps. La première année est la plus cruciale. La seconde année, on cristallise nos enseignements de la première année. Les acquis, oui. Et après ça, on a une décennie d'un loyaux service et d'une présence loyale d'un chien. Jannick, c'est déjà le temps de se quitter. Écoute, merci pour cette belle passion que vous nous faites passer en ondes ce matin, parce qu'on le sent. On sent cette passion-là, on sent cet amour-là. Ben, merci d'avoir ouvert la porte à ce qu'on puisse partager ça. Parce que oui, je m'adresse aux gens en tant que vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent, mais aussi en tant qu'éleveur. Ouais. Et on se doit de sensibiliser les gens comme ça. On a un volet éducatif dans notre collectivité, alors c'est ce qu'il faut faire. Et merci de nous donner cette opportunité-là. Et on aura la chance et le plaisir d'en reparler, ça c'est certain. Très Merci certainement. beaucoup, Jannick Michaud. Merci beaucoup. Vice-président du Club canin du Bas-Saint-Laurent. Ça complète Place publique. Après Paul Piché, les actualités régionales avec Francis Belzile.